non. J'ai mal noté la question, du coup, j'arrive pas à la... oh, zut. Et on est en train de perdre du temps, là. Est-ce que exceptionnellement, on peut donner la parole à Wilfried sur ce point, le temps que je... Est-ce que c'est Allons-y. Est-ce que possible, Cédric, Anne-Sophie? Ouais. Est-ce que Laurent, tu as réactivé les micros? Si oui, Cédric, on te laisse la parole pour tes questions à Fatoumata Cissé. Chacun peut réactiver son micro là, à partir de maintenant. Parfait. Est-ce que Cédric nous entend? Parce que du coup, Cédric a posé beaucoup de questions. Ça serait bien de savoir s'il était là pour écouter les réponses. Oui, je suis présent. Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé plusieurs Bonjour, questions. Willy. Je ne me souviens pas de la toute première, malheureusement. Moi non plus, je ne l'ai pas noté. Donc, je l'ai noté dans le chat comme ça au fur et à mesure. Mais je crois que l'idée, c'était simplement de dire, de poser la question à Madame Cissé, à laquelle je transmets mes remerciements tout d'abord. J'ai vu la slide sur les pressions et en fait demander quel est le rôle des parties prenantes externes en fait dans l'intégration ou la prise en considération de l'environnement et de la société par les services financiers, autant pour moi. Oui, je crois que c'était quelque chose dans ce sens-là. Merci. Ok, merci beaucoup Cédric. Donc, si je résume bien votre question, c'est comment les parties prenantes d'un projet d'investissement ou d'une entreprise prennent en compte les questions liées à l'environnement? C'est bien ça? Non, c'est pas pour un projet particulier, c'est vraiment, je crois que la slide portait sur la slide portait sur les différents Les types pressions. oui, les définitions, je crois. Il y avait ESG, RSE et je crois ISR peut-être de mémoire. Et donc la question c'est de savoir comment qu'est-ce qui a suscité en fait l'émergence de la prise en compte de ces critères ESG par les services financiers. Ce n'était pas par rapport à un projet précis. Ok, je vois. Merci beaucoup. Bon, je pense que la première chose, c'est tout d'abord lié à des thématiques, en fait, notamment si on prend, en tout cas des enjeux de développement, si on prend la partie réchauffement climatique ou bien l'aspect genre, notamment en Afrique, ou la santé, comme l'ont présenté Hadi, et aussi l'agriculture, ce sont des enjeux de développement. Et je pense qu'en fait, les parties prenantes, donc que ce soit investisseurs, bailleurs, entrepreneurs ou ONG, par exemple, comme vous l'avez cité, qui, d'ailleurs, les ONG sont des acteurs de terrain qui permettent de faire remonter l'information de ce qui se passe. Donc, sur tous ces enjeux-là qui étaient réunis, en tout cas, dans le prisme des ODD, je pense que tout le monde était en quête de standards communs sur lesquels on peut se retrouver et s'entendre. Lorsqu'on parle de, par exemple, si Khadijatou ou bien Louis ou la BNDA présentent des rapports extra-financiers, l'évolution de leurs activités au fur et à mesure, comment est-ce que c'est parlant pour une autre entité ou d'autres types d'entreprises qui sont peut-être dans le même secteur, mais pas forcément dans les mêmes contextes. Donc, je pense que le fait d'avoir un cadre commun de mesures, de suivi et d'évaluation des critères ESG, donc RSE, il y a quelques années et ESG maintenant, permet de faire avancer et de mieux comprendre en fait la mesure et aussi le travail qui reste à faire dans ces domaines-là, dans ces enjeux agricoles, sanitaires, mais également de genre ou climatiques, pour pouvoir adapter les investissements et les financements à chaque contexte différent. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, je pense que c'est principalement lié à ces questions-là. J'espère avoir répondu à votre question.
Merci beaucoup, Fatou. Il y a une autre remarque, question de M. Djibril Traoré qui demandait, y a-t-il une différence entre la finance propre et la finance durable pour vous? Non, pour moi, en tout cas, ça a été très clair dans la présentation de Monsieur Koulibaly. C'est juste les mots qui changent, qu'on parle de finance propre, finance durable, finance verte. C'est à peu près, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a cet aspect de transition vers des technologies beaucoup moins néfastes à l'environnement et au climat. Merci, Fatou. Alors, une question, mais qui ressemble plus à une remarque de M. Nguema qui disait si la RSE est considérée comme un déclencheur de financement, les consultants de durabilité des cabinets d'intermédiation financière peuvent-ils l'imposer aux entreprises, PME et grandes entreprises, en quête de financements colossaux pour leur permettre d'étendre leur activité à grande échelle? Alors, Je ne sais pas si Monsieur Koulibaly souhaite répondre à cette question, mais en tout cas, moi, ce que je peux dire de par mon expérience et passage dans un fonds d'investissement, c'est que, comme l'avait rappelé aussi Evelyne, voilà, tout se discute, et peut-être l'expérience de Khadijatou, tout se discute au moment des due diligence. Après, les critères qu'une banque classique va demander et les critères d'un fonds d'investissement ou d'un bailleur sont différents ou parfois même se recoupent. Mais il me semble que voilà, tout dépend lorsque le projet arrive sur la table, qu'est-ce qu'on fait, quels indicateurs on regarde. Et par contre, personnellement, je ne suis pas une grande fan de l'aspect de vouloir forcer ou imposer quelque chose parce qu'il faut prendre en compte le contexte et ce qui existe et l'existant. Et ce sont des discussions pour moi qui sont importantes et qui permettent de bâtir déjà des relations saines avec l'entrepreneur. Absolument. Allô? Merci. Allô? Merci infiniment. Oui? Allô? Oui, allô? Elle demandait si moi je pouvais compléter, je pense, c'est ça? Oui, bien sûr. Monsieur Koulibaly, allez-y. Allez-y. Ok, la question c'était sur quoi déjà? C'était, voilà, est-ce que la Chine Banque peut exiger, je ne sais pas, c'est ça? C'est ça. Enfin, alors, c'était les consultants, mais allez-y. Oui, oui. Il parlait allez-y. En tout cas, pour les banques, je vais bien répondre. Non, bon, en fait, je pense que la prise en compte des questions environnementales et sociales intervient dans le cadre de la gestion des risques environnementaux et sociaux par une banque. Parce que, comme vous le savez, une institution financière, il est dit que les risques environnementaux et sociaux d'une institution financière découlent des activités des entreprises qu'elle finance. Et là, s'il se trouve qu'effectivement la banque, l'institution financière en question a adopté une politique RSE, et naturellement, la banque va s'assurer que non seulement les questions environnementales et sociales sont prises en compte, sont intégrées dans le financement, mais également et que les risques environnementaux et sociaux sont optimisés. Peut-être que la banque ne va pas exiger, mais c'est au client de voir s'il est prêt à respecter ou pas. S'il n'est pas prêt à respecter, peut-être la banque ne va pas l'accompagner. Mais s'il veut être accompagné, il va respecter les conditions de la banque. C'est aussi simple que ça. Vous venez de le dire, c'est aussi simple que ça. Merci Ouais. infiniment, Monsieur Koulibaly. Une question posée à Madame Dior, toujours de la part de Willy. Comment gérez-vous les confrontations entre engagement ESG et réduction de la profitabilité, Madame Dior? Et ensuite, avez-vous des exemples d'entreprises qui respectent tous les critères que vous avez cités au cours de votre intervention? Oui, en fait, la question sur la dichotomie entre ESG et profitabilité est assez intéressante. On parle souvent de impact qui vient réduire la rentabilité d'un projet. Alors, je sais pas, du coup, j'ai pas un élément de réponse, hein. Nous, en tant que fonds d'impact, effectivement, de toute façon, on va chercher des rentabilités peut-être moins élevées qu'un fonds classique. Si d'ailleurs, il y a des fonds classiques aujourd'hui, je pense que tous les fonds ont aujourd'hui des critères d'impact en Afrique. Pour nous, comme je disais tout à l'heure, hein, ça, c'est vraiment le volet impact. Sur l'aspect ESG, c'est vraiment une question de risque. Une entreprise qui aujourd'hui détruit l'environnement ne va pas être durable, même si elle est rentable de façon court terme. Donc, ça veut dire qu'on va peut-être gagner de l'argent sur 2 ans, mais après, c'est une entreprise qui est vouée à disparaître parce que les consommateurs
sont très sensibles aux questions environnementales. Donc, les clients consomment de moins en moins de produits qui viennent d'entreprises avec une mauvaise réputation euh, sur ce sujet-là. Sur les aspects sociaux, c'est pareil. Une entreprise qui ne respecte pas les droits humains basiques ne peut pas perdurer. Une entreprise avec une mauvaise gouvernance, pareil, ne va pas perdurer. Donc, quand on analyse vraiment les aspects ESG, c'est pour nous une question aussi de rentabilité, au-delà de juste ESG pour ESG. Et donc, moi, je pense que dans sa question, j'aurais remplacé le terme ESG du coup par impact. Et effectivement, parfois, il n'y a pas vraiment de compromis. C'est juste qu'on va, là où on va chercher une rentabilité de 40% normalement, on va accepter d'aller sur du 30%. Je vais donner un exemple très concret. Une de nos sociétés de portefeuille, et ça permettra de répondre à l'autre question. On a investi dans une société qui s'appelle Mburu, qui est une chaîne de boulangerie et qui produit à base de céréales locales et de fruits locaux. Et ce faisant, a un impact très fort sur sa chaîne de valeur, travaille avec des femmes de groupement, dans des groupements en zone rurale, produit, est très intentionnel dans le recrutement de jeunes femmes et distribue son pain, ses produits par des femmes qu'elle forme, qui sont des auto-entrepreneurs. Nous, typiquement, sur cet investissement, on est allé chercher, on l'a structuré et on était OK avec une rentabilité qui est un peu inférieure à ce qu'on structure généralement sur d'autres entreprises parce qu'effectivement, l'impact était très fort et que ça cochait toutes nos cases sur le volet impact. Pour répondre à la question de tout à l'heure, on avait le potentiel de croissance de rentabilité, on avait l'impact sur la chaîne de valeur, la création d'emplois, l'inclusivité et on avait une femme à la tête de l'entreprise. Et donc oui, c'est typiquement sur ça, on était OK pour avoir un peu moins de rentabilité que sur nos autres investissements. J'espère que ça répond aux deux questions. C'est parfaitement clair. Et puis, vous l'avez dit de toutes les manières, une entreprise qui ne respecte pas la minima les critères ESG, c'est une entreprise qui a des fortes chances de ne pas être pérenne. Et ça a donc un lien direct avec la rentabilité. C'est parfaitement clair. Une question de Madame Katabi Meriem à l'attention de M. Koulibaly. Y a-t-il des analyses de risques liées aux droits humains dans les projets financés et comment on les prend en compte? Mais Jean, Allô? Monsieur Koulibaly, vous avez entendu la question? Allô, Monsieur Koulibaly? Bon. Ah. Je peux peut-être... Non, allô, c'est bon, allô? Oui, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous Voilà, avez entendu la question de Madame oui, Katabi Meriem? oui, j'ai bien entendu la question. J'essaie de répondre. Très bien. Voilà. Quand vous regardez un peu les critères dont j'ai parlé, c'est-à-dire les critères ESG, et environnement, social et puis gouvernance. Quand vous regardez la partie, les critères sociaux, vous allez voir, on fait allusion, on parle des droits de l'homme. Ça veut dire que quand on parle de droits de l'homme, on parle aussi des droits des travailleurs. Donc, il faut s'assurer que dans un premier temps, parce qu'il y a dans un premier temps que le SMIC est respecté par l'employeur. Je prends juste cet exemple-là. L'employeur doit respecter le SMIC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les employés doivent avoir un salaire minimum, c'est-à-dire établi par le pays d'accueil, le pays hôte. Donc ça, c'est les droits des travailleurs. Et même sur le plan santé. Ça, pour être bref seulement, c'est-à-dire l'employeur doit respecter le code du travail. Parce que le code du travail s'inspire des normes internationales en la matière. Donc, le droit de l'homme est pris en compte dans l'analyse des risques environnementaux et sociaux. Très bien. Merci beaucoup. Une autre question encore, toujours de M. Foumena. Quel est le pourcentage des ISR dans le total des financements octroyés par la BNDA? La BNDA affirme, nous investissons massivement, en tout cas nous nous orientons dans l'investissement socialement responsable. Quel est le pourcentage de l'ISR dans le total de vos investissements? Combien de personnes se consacrent au suivi de la RSE et du climat au sein de la BNVA? Et quel est le soutien que vous recevez des bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale?
On peut, pour aller dans ce sens. on peut aller une par une question par une. Donc, déjà, Très bien. déjà Le la pourcentage. oui, le pourcentage, j'espère qu'elle ne parle pas du taux d'intérêt, pas du pourcentage des Oui, ISR la part des investissements voilà, des la part. ISR dans vos financements totaux. Aujourd'hui, nous sommes à à peu près 6%. OK. Nous sommes à peu près à 6%. 6%. Oui. D'accord, dans les investissements totaux. Très bien. Y a-t-il le soutien de la part de la Banque mondiale pour que vous puissiez justement investir davantage dans l'ISR? Bon, je ne dirais pas oui et je ne dirais pas non non plus. Parce que là, par le passé, on a eu à travailler par la Banque mondiale. Mais sauf que la Banque mondiale, aujourd'hui, tout le monde sait, la Banque mondiale a un cadre de gestion environnementale et sociale. Donc, pour que la Banque mondiale t'accompagne, il faut respecter ce cadre de gestion environnementale et sociale. Autrement dit, il faut avoir une politique environnementale et sociale. Donc, digne de ce nom. Donc, la BNDA aujourd'hui, quand même, on peut dire que les politiques environnementales de la BNDA s'inspirent du cadre de gestion environnementale et sociale de la Banque mondiale. Sinon, sur le plan accompagnement pour le financement des projets, pour le moment, non. Mais par contre, on bénéficie d'accompagnement de plusieurs autres bailleurs. De plusieurs autres bailleurs. Il y Oui. a il y a Mignane qui faisait remarquer que justement, elle vous accompagne dans le cadre de votre politique, même si Mignane est juriste. Elle aura peut-être l'occasion de revenir sur ce point. Je voulais passer maintenant la parole, puisqu'on a beaucoup parlé de la BNDA, les questions concernant la clinique Nest. Voilà. Alors, toujours de Monsieur Foumena. Avez-vous un service, Madame Nakoulima, avez-vous un service RSE à Nest for All qui se charge du suivi en interne de ce que vous avez mis en place? D'accord. Et ensuite, la deuxième question qui vous pose, quelle est l'évolution du chiffre d'affaires et du profit généré par votre entreprise depuis sa création, ou du moins depuis 2014? Madame Nakoulima. Merci, oui. Très bien, merci. Par rapport on n'a pas un service RSE en particulier. C'est vrai qu'en général, les mesures d'impact ont toujours été faites conduites par des partenaires. Et finalement, ça nous donne plutôt une bonne visibilité et ça nous permet de mieux valoriser les actions que l'on fait, nous-mêmes en interne, de se rendre compte en fait de la différence. Comme je dis, l'idée, c'est de ne pas en faire un service séparé, mais vraiment quelque chose qui est intégré à la fois notre modèle d'affaires, nos opérations, etc. Donc, on a toujours en tête dans notre vision, dans notre stratégie, la question de l'accessibilité, la question du développement professionnel continu, également des collaborateurs. Après, oui, des fois, quand il va y avoir des tensions au niveau financier, c'est là où ces questions-là sont plus difficiles. En fait, c'est là où on a plus de défis pour maintenir ce cap-là. Mais ça reste toujours une question centrale à notre modèle d'affaires. La deuxième question, c'était l'évolution de notre chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a évolué, on a connu une croissance assez constante, hein, en moyenne, une croissance de 10% annuelle au cours des 7 dernières années, en moyenne. Et la rentabilité aussi a plutôt bien évolué positivement. Il y a eu des périodes, bien sûr, où ça a été un peu plus compliqué, un peu plus difficile, surtout quand on veut investir dans de la formation, donc ça atteint un peu plus la rentabilité. En même temps, c'est un investissement qu'on se dit, qu'on pense être nécessaire parce que on veut derrière faire de la qualité et qu'on pense aussi être un investissement de long terme. Donc,
Voilà, mais on est plutôt satisfait de la croissance et de la rentabilité, de l'évolution de la rentabilité au fil des années. Assurément, avec 10% de croissance, 10% de croissance annuelle, vous pouvez l'être. Vous pouvez assurément l'être. Il y avait encore, il y a pas mal de questions, décidément. Vos interventions ont suscité énormément d'intérêt. Je voulais juste revenir sur une intervention de Mignane qui répondait et qui disait qui parlait des fonds disponibles. Voilà. Il existe beaucoup de fonds qui sont disponibles pour les pays en développement et qu'il faudrait savoir lever. Mignane, est-ce que tu voudrais revenir très brièvement sur ce point, puisque j'ai vu que tu as entamé une grande discussion avec d'autres internautes. Est-ce que tu veux éclairer ce point, s'il te plaît? Bonjour à tous. Gloria, félicitations pour la réussite du webinaire. Félicitations à tous les participants. J'ai vraiment apprécié le développement des sujets respectifs parce que c'est mon cœur de métier. Alors, je disais rapidement qu'il y a beaucoup de fonds disponibles qui sont méconnus par le secteur privé déjà. Je prends le secteur privé dans sa globalité, mais surtout et particulièrement par les institutions financières. Parce que qui dit développement dit financement, et le financement est porté chez nous, enfin dans la zone, par les institutions financières. Qui peuvent lever des fonds affectés et financer le développement de l'économie de manière durable. Mais sauf que les institutions financières méconnaissent la disponibilité de ces fonds et ne savent pas comment lever ces fonds. Et il y a des fonds au niveau de la BAD concernant le genre, par exemple, concernant les personnes vulnérables. Il y a des fonds au niveau de la BOAD, notamment concernant la transition énergétique. Il y a les fonds à l'international, les fonds vert climat, les fonds d'adaptation, les fonds d'atténuation. Autant de fonds disponibles, mais dont les procédures de levée posent des difficultés aux institutions financières qui doivent refinancer l'économie nationale des différents pays. Donc, nous, on accompagne les institutions financières, notamment la BNDA. Nous, le cabinet a commencé avec la BNDA depuis 2015, si je ne m'abuse. Et progressivement, ils sont allés au-delà même des attentes pour aller lever des fonds et financer, par exemple, l'agriculture climato-intelligente. Entre autres, les produits bancaires dédiés au changement climatique. Et à ce niveau, maintenant, les autres banques s'inspirent du cas de la BNDA. C'est pour cela que nous avons tenu à ce que Hassana vienne partager son expérience et ses expertises avec les autres membres du réseau et voir éventuellement comment est-ce que, en partageant ces expériences, on peut amener les autres institutions financières à lever les mêmes fonds pour financer l'économie à travers les produits de durabilité. Voilà en résumé ce que je voulais dire pour appuyer ce que les uns et les autres panélistes ont développé depuis ce matin. Voilà, Gloria. Très bien, merci infiniment, Minane. Il est déjà 11h55. Je ne sais pas si on peut tirer davantage. Anne-Sophie, Laurent, pouvez-vous me répondre sur ce point parce qu'il y a encore d'autres questions ou alors le temps est écoulé? Moi, je pense, Gloria, qu'on peut continuer. Tout le monde est resté, je pense, pour que les questions soient traitées. Laurent, est-ce que tu vois un inconvénient à continuer? J'allais exactement dans le même sens, il n'y a pas de souci, au contraire. Merci à tous deux. Alors, donc là, on continue à aller auprès d'un intervenant ou d'un autre. Une question un peu délicate de la part de M. Samuel Noël Yombi à l'attention de Mme Cissé. Aujourd'hui, la corruption est un fléau qui détériore les projets et investissements publics et privés en Afrique et un peu partout dans le monde. Qu'est-ce qui est vraiment mis en œuvre pour réduire l'impact social du phénomène de corruption? Merci beaucoup. Il me semble qu'en dehors des politiques nationales ou supranationales qui sont mises en place, par exemple peut-être au Sénégal ou je peux prendre le réseau de la CEDEAO qui concerne vraiment des politiques étatiques contre la corruption. En tout cas, en ce qui concerne le secteur privé ou les fonds d'impact, les bailleurs, c'est vraiment en y regardant sur le critère de gouvernance. Et comme je le rappelais
voilà, avoir des instances de gouvernance assez fortes au niveau de l'entreprise. Et ça demande un accompagnement, hein. C'est un travail, par exemple, si on arrive dans une entreprise où il n'y a pas forcément une structuration qui est faite, c'est un accompagnement qui peut être long, mais en tout cas, il faut prendre le temps de le mettre en place. Et c'est vraiment petit à petit. L'objectif aussi ici, c'est de regarder l'activité ou la chaîne de valeur de l'entreprise, c'est-à-dire ces interactions avec les parties prenantes telles que les fournisseurs ou les distributeurs, mais également les clients. Donc, être très regardant là-dessus. Il peut y avoir quelques red flags, des aspects de vigilance à avoir sur certaines positions ou parfois certains secteurs. Souvent, on peut voir dans le secteur du BTP, etc., ou autre, mais aussi la relation entre l'entreprise et les clients également. Et tout ceci, il faut le faire grâce à des indicateurs qu'on mesure au préalable. Donc, ça se fait dans le cadre des due diligence, où, par exemple, une entreprise interne ou une entreprise externe plutôt peut faire une enquête, mener des enquêtes, etc. sur l'activité d'une entreprise ou les projets qui sont mis en place. Donc, en tout cas, il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles et qui sont mis en place par les investisseurs dans ce cadre-là. Et voilà, ça fonctionnera également de pair, de facto, avec la stratégie nationale ou supranationale qui est mise en place dans le pays. Merci infiniment, Madame Fatou Cissé. Une question de Monsieur Aziz Koïta qui s'adresse, à mon sens, à la fois à Madame Dior et également à Madame Nakolima. Bonjour. Est-ce que la rentabilité des entreprises intégrant les critères ESG est plus forte que celle ne l'intégrant pas? Si oui, cela est-il dû à la qualité du business model ou à l'intégration des critères ESG? Donc, une fois de plus, il ne s'agit pas seulement de dire que ces entreprises qui intègrent ces critères sont rentables, mais celles sont-elles autant, voire plus rentables que celles qui ne l'intègrent pas? Merci, mesdames, de vos réponses. On peut commencer par Madame Dior, et puis ensuite, on passe la parole à Madame Nakoulima. Alors, je n'ai pas de données sur la question, je ne pense pas qu'il y ait des rapports qui comparent, mais intuitivement, je dirais que oui. Parce que une entreprise qui ne respecterait pas qui n'aurait pas de bonne gouvernance, qui ne respecterait pas les droits sociaux de ses employés et qui serait nocive à son environnement, à mon avis, ça se reflète sur l'activité et sur la rentabilité, de façon très logique. Mais pas de données sur la question. Si on parlait de genre, j'aurais des données. Très bien. Madame Nakoulima, qu'en pensez-vous? J'aurais peut-être un avis un peu moins tranché en fonction de l'horizon auquel on parle. Sur un horizon de court terme, ça demande forcément beaucoup. Allez-y, excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle en même temps que Madame Nakoulima. Veuillez couper vos micros, s'il vous plaît. Madame Nakoulima, allez-y. Merci. Non, je pense qu'effectivement, sur le long terme, une entreprise qui intègre ces questions ESG sera plus rentable parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'elle crée plus de fidélité de la communauté dans laquelle elle est engagée, de ses collaborateurs, de ses équipes et puis aussi de sa clientèle. Par contre, sur le court terme, sur les 5 premières années d'une entreprise, intégrer des critères ESG, pour moi, ça va au-delà de respecter en fait le droit, mais avoir une politique aussi volontariste d'impact dès le départ, c'est forcément plus de coûts au démarrage, c'est forcément plus de contraintes aussi qu'on se met et plus de périodes d'essai pour l'entreprise parce qu'on essaie d'innover, on essaie. Je pense que ça paie plus sur le long terme. Après, sur un horizon de 5 ans, jusqu'à 10 ans, ce n'est pas sûr que
que la rentabilité soit plus intéressante qu'une entreprise qui fait moins d'efforts dans ce sens-là. Mais je pense que sur le long terme, encore une fois, l'entreprise va clairement se différencier. Parce qu'elle aura son identité propre, elle aura une meilleure fidélité et elle sera tout simplement plus durable. Très bien, très bien. Mais en fait, vous êtes en train de nous expliquer que une entreprise qui intègre les critères ESG, ben, c'est un investissement. C'est un investissement à long terme. Je crois que là, tout ce que vous venez de nous dire est parfaitement clair. Une question de Monsieur Nguema à l'attention de Madame Dior. Pourquoi seulement financer des PME dirigées par les femmes? Je m'attendais à cette question. En fait, Bah, pour nous, c'était vraiment pour apporter une petite goutte dans l'océan, puisque les gaps sont juste énormes. Le gap de financement, mais c'était vrai que c'était des données d'il y a quelques années, les gaps de financement sur l'Afrique, le financement de PME pour les femmes était de MPME, intégrant les micro-entreprises, c'était 50 milliards de dollars. Il y avait un gap. On voit que les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs dans nos économies, c'est à peu près 30% des entrepreneurs, c'est qui est un peu au-dessus de la moyenne globale, mais c'est essentiellement des entreprises concentrées sur des femmes qui sont concentrées sur des micro-entreprises, avec des chiffres d'affaires de beaucoup moins de 100 millions de francs CFA par an, mais quand même avec beaucoup de potentiel. Et donc pour nous, et ça répond à la boutade que j'ai vue dans le chat, c'est pas une question de féminisme, c'est une question d'inclusivité et de bon sens. Les femmes représentent 50% de la population. Elles sont sous-employées. Genre au Sénégal, je pense que le ratio emploi-population chez les femmes, il est de moins de 50%, et chez les hommes, c'est genre 80% des hommes qui sont employés. Donc sous-employées, en minorité des entrepreneurs, et quand elles le sont, c'est celles qui ont plus de mal à accès au financement, elles sont sur de très petites entreprises. Donc globalement, c'est vraiment tout le monde qui perd. Et donc pour nous, aller pousser ces entreprises-là, c'est vraiment accélérer, c'est un impact double. C'est accélérer la croissance, accélérer le développement. Donc c'est vraiment pas pour du féminisme, mais c'est pour faire bouger les lignes beaucoup plus vite. Et donc c'était important pour nous d'être extrêmement intentionnels et de dire qu'on allait financer ces entreprises-là, parce que du coup, ça impacte aussi la façon dont on les accompagne. Pour avoir travaillé dans des fonds plutôt généralistes auparavant, on se rend compte que finalement, c'est très facile d'avoir un pipeline d'entreprises avec que des entreprises dirigées par des hommes, parce que je ne sais pas pourquoi, ils sont peut-être plus pushy, ils vont plus vers les sources de financement. Et puis, en tant qu'investisseur, notre challenge, c'est toujours de déployer du capital très rapidement. C'est ça qu'on recherche. Et donc, c'est assez facile finalement de travailler qu'avec ce pipeline d'entreprises dirigées par des hommes et de laisser un peu en rade ces entreprises-là qui ont pourtant du potentiel. Et donc, nous, parce qu'on est intentionnel, on arrive à sourcer beaucoup plus d'entreprises à fort potentiel dirigées par des femmes. On a intégré un programme d'assistance technique qui s'appelle la WIC Academy et qui fait de la préparation à l'investissement. Donc, ce qui est vraiment clé pour cette taille d'entreprise, ce sera encore une fois, au moment où on investit, ça reste des micro-entreprises. Et notre objectif, c'est de les faire passer très vite dans le segment grande entreprise. Et aujourd'hui, quand on regarde notre portefeuille, c'est des entreprises qui ont multiplié par 5 leurs revenus dans les 24 mois post-investissement. Donc, qui passent de taille de 30-50 millions de chiffre d'affaires par an, fois 5 dans les 2 ans, avec certaines qui arrivent au million dans les 2 ans. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, accélérer la croissance de ces entreprises-là pour un bénéfice, pour que ça bénéficie à toute la communauté. Très bien. Alors, Madame Nakoulima a dû nous quitter parce qu'elle avait une autre obligation, mais bon, vraiment, on la remercie pour son témoignage. Peut-être une dernière question qui s'adresse à vous trois, les financeurs, de Monsieur Amos Baziamo. Y a-t-il des sanctions prévues pour une entreprise, je suppose que vous accompagnez donc, mais qui n'intégrerait pas finalement les critères ESG? Alors, il parlait de ses objectifs, mais imaginons que vous avez sélectionné une entreprise, elle avait intégré les critères ESG, ou elle avait annoncé les critères ESG, et en cas de non-respect, que se passe-t-il? Donc, c'est une question qui s'adresse à Madame Dior, à Madame Cissé, et également à Monsieur Koulibaly. Je vais répondre très rapidement. Donc, pour notre part, nous Allez-y. investissons vraiment dans des entreprises
qui intègrent ça dans leur activité. Donc, qui n'ont pas juste adopté pour lever des fonds. Allô? Oui. OK, donc moi, je dirais oui. Mais attends, avant de répondre, est-ce que des sanctions prévues par l'État ou bien par la banque? Ah, mais non, par la banque, par le financeur. Par le financeur? Non, pas de sanctions, mais la banque quand même refuse de financer. La banque ne finance pas. La banque peut refuser de financer le client, quoi. Elle peut, excusez-moi. La banque peut refuser de financer les clients si elle ne respecte pas, c'est-à-dire si les clients ne respectent pas les critères ESG qui sont déjà dans ces procédures internes en matière d'environnement ou bien en matière de la RSE. En tout cas, en ce qui concerne la BNDA, les critères ESG sont bien connus. La politique est adoptée. Très bien. Donc, imagine. Donc, Très voilà, bien. quand le client ne respecte pas, la banque décide de ne pas financer tant que le client n'intègre pas, ne respecte pas les procédures. Parfait. Merci infiniment. Madame Cissé, au regard de votre expérience. Oui, merci. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, durant mon passage en fonds d'investissement, j'ai pas, il me semble, été confrontée à ce cas de figure. Mais juste pour rebondir sur ce que disaient Evelyne et Monsieur Koulibaly, les critères sont définis avant l'investissement. Après, peut-être, on pourrait parler, voilà, peut-être qu'on a des objectifs fixés et que l'entreprise n'arrive pas forcément à les atteindre ou bien qu'on constate des manquements ou certaines difficultés. Là, également, c'est là où intervient l'importance du suivi et évaluation tout au long de la durée de vie de l'entreprise au niveau du portefeuille du financeur. Et au fur et à mesure, s'il y a des évaluations qui sont faites tous les 6 mois ou chaque année, ça permet de voir où se situe l'entreprise par rapport aux objectifs fixés et permettre de réajuster en conséquent. Très bien. Mais Mais il n'y a écoutez, pas, vous voilà, de voyez, c'est sanction. intéressant. C'est intéressant parce que vous avez 3 réponses différentes. Effectivement, il peut être intéressant de savoir pourquoi finalement l'entreprise ne répond pas, ne répond plus, en tout cas, ou ne respecte plus les critères. La réponse de Madame Dior aussi était très significative. Nous, nous appuyons des gens qui, de toutes les manières, sont déjà à impact. Donc, la question ne se pose pas. Et merci à Monsieur Koulibaly également. Ben, dans les cas extrêmes, eh ben, on coupe la source. Et peut-être que l'entreprise, à ce moment-là, est prête à revoir sa position. Il est 12h10 déjà. Il y a encore des questions, mais je crois que ça pourrait durer un bon moment encore et je ne veux pas abuser non seulement de la disponibilité, mais je crois que je vais parler même de générosité de nos intervenants qui ont été francs, qui ont été honnêtes, qui nous ont exposé les situations qu'ils vivent. Qui nous ont même prodigué des conseils. Merci également même à l'intervention à Mignane, qui en intervenant a suscité d'autres questions, mais où sont ces fonds? Où pouvons-nous avoir de l'information? Quoi qu'il en soit, Madame Dior vous l'a dit, Madame Nakoudima vous l'a dit, une entreprise qui intègre ces critères ESG est assurément, en tout cas à minima, autant rentable que les autres. Elle est plus fiable, elle est plus pérenne, et elle attire de facto les bons bailleurs. Et même quand il y a des bailleurs qu'on ne connaît pas, forcément, peut-être et c'est une problématique que nous adressons au niveau d'empreinte. Là, c'est un clin d'œil au professeur Angélique Bas. Assurer davantage de visibilité vous permet de vous singulariser et de vous distinguer auprès de ces bailleurs qui sont sensibles au respect et à l'intégration des critères ESG. Merci infiniment à tous ceux qui ont travaillé à la préparation de ce webinaire, à Placide, à Int, à Laurent, à Anne-Sophie. Une fois de plus, merci encore à nos intervenants. Merci à tous les participants qui ont posé des tas de questions. Je n'ai même pas pu en poser du tout, tellement vous étiez intéressés. C'était un vrai plaisir. À chaque fois, c'est un plaisir en fait d'échanger et de grandir ensemble. Souhaitons que, comme RSE PED l'ambitionne, nous puissions véritablement contribuer
à faire évoluer positivement et à vulgariser les notions de RSE, les notions de critères ESG, les notions d'investissement socialement responsable. Et pour répondre à l'une des questions qui figurait dans les TDR de cette activité, ce n'est assurément pas un phénomène de mode, c'est quelque chose qui va se pérenniser et j'espère que nous allons contribuer à la pérennisation de cette évolution. Merci encore à tous. Laurent, je te laisse la parole pour clore. Enfin, Laurent et Anne-Sophie, je vous laisse la parole. Et puis, j'en ai fini pour moi. Merci beaucoup, Gloria. À mon tour, je remercie nos 4 intervenants. Je crois que les présentations ont été très riches et le nombre de questions qui en sont suivies montrait vraiment l'intérêt que nos participants et la communauté ont pu porter à ce sujet. Donc, merci aux intervenants.